Madame, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait du bien de vous retrouver, hein, Jean-Jacques, ce matin. Merci pour la cravate. Pas de souci. Allez, on va démarrer tout de suite avec le quotidien Mutation. Et une question fondamentale dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Pourquoi finalement Goodluck Jonathan n'est pas venu au Cameroun hier? C'est la grande question soulevée par Mutation ce matin qui a suffisamment suivi la rencontre préparatoire entre les deux chefs d'État et qui s'est rendu compte qu'elle n'a pas eu lieu hier, même si initialement une date n'avait pas encore été évoquée. On parlait justement de l'éventualité de cette rencontre cette semaine, mais le journal essaie de lire les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu avoir lieu en début de semaine. On parle justement du dossier technique qui n'aurait pas suffisamment évolué, qui n'aurait pas encore été bouclé. Le journal nous rappelle d'ailleurs que dans le cadre des rencontres des chefs d'État, il y a des travaux préparatoires qui permettent en tout cas aux experts de vider les questions chaudes, entre guillemets, qui pourraient être abordées entre les deux présidents de la République, et notamment pour ce qui est de cette rencontre entre le chef de l'État nigérian et le président camerounais. Il s'agissait justement du droit de poursuite entre les soldats des différents pays. Le Nigeria qui fait la chasse à la secte islamiste et extrémiste Boko Haram, mais également le Cameroun qui fait face à quelques coupeurs de route et quelques kidnappeurs également qui pourraient entrer dans le sol nigérian pour procéder ainsi à quelques poursuites. La question n'est pas encore bouclée. Elle semble même inquiéter le Cameroun qui est réticent là-dessus. Selon quelques sources rencontrées par Mutation, le Cameroun qui craindrait en tout cas l'utilisation de ce droit de poursuite à d'autres fins et qui pourrait fragiliser et déstabiliser le pays de Paul Biya. Autant de choses proposées par le confrère Mutation ce matin pour expliquer les raisons pour lesquelles la rencontre n'a pas encore eu lieu. On dit qu'elle n'a pas encore eu lieu, elle n'a pas été annulée, elle a peut-être été ajournée. Question justement de poursuivre l'examination, on va le dire ainsi, de ce projet. Ce n'est pas une question qui est revenue lors de la sortie médiatique du sénateur Pierre Flambeau Ngayap, sénateur, mais également secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Pierre Flambeau Ngayap qui a organisé ici à Douala une sorte de vœu à la presse, occasion pour lui de revenir sur quelques questions de grande actualité, notamment la question sur la double nationalité de Didi et Yango. Il pense que c'est un débat ou un sujet hors sujet justement aujourd'hui parce que c'est des questions qui auraient pu être abordées avant des élections. Ce sont des questions préélectorales. Il ne fallait pas attendre justement que Didi Yango soit élu pour qu'on vienne brandir justement les exceptions sur la double nationalité, pense-t-il dans les colonnes de Mutation ce matin, qui revient en tout cas sur quelques lignes fortes évoquées par Pierre Flambeau Ngayap, notamment le second pont sur le Vouri. Il pense justement que ce second pont reste problématique et ne devrait pas, comme on l'espère, régler les problèmes de la circulation entre les deux rives du fleuve Vouri, étant donné que le chef de l'État lui-même, dans son discours, lors de la pose de la première pierre, avait indiqué que l'ancien pont servira aux piétons et aux engins à deux roues. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avoir un second pont sur le pont sur le Vouri. Il souhaiterait d'ailleurs qu'on commence à envisager le troisième pont qui pourrait permettre en tout cas de résoudre efficacement les questions de circulation sur le fleuve Vouri. Quelques-uns de ces aspects soulevés par ce sénateur proposé par Mutation ce matin, mais aussi le changement de ce projet sur le second pont. Le projet initial indiquait que le second pont allait être construit plusieurs kilomètres du premier pont, mais il se rend compte justement que c'est pratiquement sur le même site que les deux ponts vont être, où le second pont va être réalisé. Le messager dans les kiosques ce matin, si Pierre Flambeau Ngayap a parlé, le journal constate que de plus en plus les hommes politiques parlent à leur propre nom. Ils disent déjà d'entrée de jeu de n'avoir pas été mandatés par les différents partis politiques. Et du coup, Fédéré Bungo constate justement que les partis politiques sont de façon globale absents du débat au Cameroun. Ils sont absents du débat public. C'est la grande une choisie par le journal de Feu Pius Ndiaye ce matin qui affiche en tout cas l'attitude de quelques-uns de ces hommes politiques qui tentent d'ailleurs de se défendre dans les colonnes de ce journal ce matin. Bandakani, le président du nouveau mouvement populaire qui estime aujourd'hui qu'il ne sert à rien de parler si on ne peut pas être entendu, mais d'autres estiment en tout cas qu'ils parlent, qu'ils disent des choses. Jean-Michel Nietzsche, député STF,
qui intervient dans les colonnes Le Messager ce matin indique que le SDF a toujours eu à prendre des positions. Le SDF n'est pas à fond et que c'est dans le cadre des rencontres du comité exécutif national que les positions du SDF par rapport à quelques faits sont souvent relevées. Jean-Jacques Ekindi, qui n'a pas encore visiblement digéré l'échec aux dernières consultations électorales parce qu'il met toujours en doute les résultats de ces consultations-là, pense que le temps est à la réflexion. Il faut prendre du recul et réfléchir. Albert Zongan dit pour sa part que les interventions sont claires. La dernière de la dynamique étant justement relative à la suspension de quelques organes de presse par le Conseil national de la communication. Sur le plan du terrain, une intervention du côté des déguerpis de Bépanda ici à Douala, où aura lieu le boulevard de la République, le prolongement du boulevard de la République. Il pense en tout cas que la dynamique est en contact avec les populations. Beaucoup d'autres réactions sont proposées dans les colonnes du journal ce matin, mais à retenir en tout cas les sorties telles que Banakani qui estime tout simplement que quand on n'est pas entendu, vaut mieux ne pas du tout parler. Le journal nous apprend aussi que à la suite de l'article publié dans les colonnes Le Messager il y a de cela quelques jours, le site de la primature a été actualisé, mis à jour. Le journal avait constaté justement que de ce côté-là, avec quelques titres qui accompagnaient les noms de certains membres du gouvernement et qui n'étaient pas ceux qui étaient prévus dans les derniers textes nommant ces membres du gouvernement-là en 2011 par le chef de l'État. On avait ainsi flanqué un ministre d'État derrière le nom de René Emmanuel Sadi. Laurent Esso était fait vice-premier ministre et ça a été rectifié finalement, même si le journal constate que la rectification n'est pas allée bien loin parce que certains membres du gouvernement, Adoum Gargoum, Adoum Garoua et consorts, restent sans photographie officielle de ce côté-là. Il y a un onglet qui annonçait justement les biographies des différents membres du gouvernement. Eh bien, le site officiel du gouvernement camerounais ne propose pas les biographies de ces membres du gouvernement. Peut-être des choses qu'il faudra revoir. Europe Plus est dans les kiosques ce matin et s'intéresse justement à cet incendie enregistré du côté de la Chambre d'agriculture à Yaoundé. Le journal pense que les pistes d'un incendie criminel sont évoquées de ce côté-là. On mettrait même en index le secrétaire général de cette institution. On parle justement de quelques dossiers brûlants qui auraient été transmis dans les services d'enquête compétents, ces services-là, et qui pourraient embarrasser quelques cadres, notamment du secrétariat général de la Chambre d'agriculture. Peut-être pour cela que le feu a été mis, selon le journal, de ce côté-là. Le journal pense que ça devient une tradition au Cameroun. Lorsqu'il y a quelques dossiers qui embarrassent et qu'on annonce des affaires qui pourraient être ouvertes ou des enquêtes, eh bien, le feu intervient pour essayer d'effacer toutes les traces. Le journal aussi, à travers une lecture de Michel Michaud-Moussala, s'intéresse justement au fonctionnement des forces de défense dans notre pays. Le journal parle d'ailleurs de défaillance des forces de défense, peut-être faisant suite aux dernières sorties assez musclées de Peter William Manjo. Michel Michaud-Moussala parle des effectifs squelettiques du côté de l'armée camerounaise qui compte 30 000 hommes aujourd'hui pour sécuriser les 475 000 km² de notre pays, pour accompagner les 22 millions d'habitants. Il pense que c'est suffisamment insuffisant, justement, notamment dans le cadre de déploiements qui doivent être effectifs, notamment dans quelques départements des régions septentrionales, qui appelleraient une mobilisation d'au moins 15 à 20 000 hommes pour barrer la route justement à Boko Haram, qui considère justement ces départements-là comme des bases de repli dans notre pays. Il faut beaucoup d'hommes de ce côté-là. Il faut des hommes également dans la partie est du pays pour sécuriser la frontière avec 30 000 hommes, même si on annonce le recrutement de 4 800 et quelques militaires gendarmes aujourd'hui, eh bien ce n'est pas suffisant. Le souhait justement de Europe Plus ce matin, c'est de voir, même s'il reconnaît la compétence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Edgar Alem Ebengo, il reconnaît la compétence du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, mais il pense que ces deux hommes politiques devraient être aidés par les hauts gradés de l'armée à l'effet de dire exactement au chef de l'État camerounais quels sont les besoins des forces de défense, notamment dans le cadre du renforcement des effectifs. Vous l'avez vu, des effectifs que le journal considère comme squelettiques dans d'autres pays. Le détective est dans les kiosques. Le journal de Patrick Chua a fait une descente du côté de la SOSUCAM, dans la suite justement de Christine Robichon,
l'ambassadrice de France au Cameroun, qui allait justement découvrir la fabrication, le cycle de fabrication du sucre de ce côté-là, dans une entreprise qui a quand même pignon sur rue et des résultats probants dans notre pays, la Sosucam, sous la conduite justement de Louis Yinda. Elle a pu justement parcourir les étapes de la fabrication de ce sucre de ce côté-là. Mais le journal va plus loin dans ce dossier en essayant de ressortir justement les points essentiels de l'état de santé de la Sosucam aujourd'hui, et le directeur général, justement le président directeur général Louis Yinda, qui pense que c'est une entreprise performante, citoyenne et moderne aujourd'hui, dans une interview proposée à notre confrère ce matin, qui permet ainsi de mettre peut-être un terme à quelques allégations qui sont faites sur le mauvais état de santé de la Sosucam. Mais les chiffres proposés par Louis Yinda dans les colonnes de Les Détectives ce matin permettent justement de lire à peu près où on en est avec ce que le journal considère comme le moteur du développement dans la Sugar Valley de notre pays, avec un accent particulier également dans les colonnes de Le Détective ce matin sur l'état de santé aussi de Camwater, la structure chargée justement de produire de l'eau potable dans notre pays. La priorité est aux investissements. Jean-William Solo et son équipe sont sur le terrain, dit le journal de Patrick Chua ce matin, avec les chiffres sur l'augmentation de la capacité de distribution d'eau, par exemple, dans la capitale politique du Cameroun, qui va passer à 50 000 mètres cubes d'eau dans les prochains jours, mais également une question, en tout cas, économique et sociale. Et si c'était fourni au Conseil économique et social, s'interroge le journal ce matin, qui sort un peu des lignes purement du gouvernement et les positions qui peuvent être celles des partis politiques, notamment le Social Democratic Front, mais qui interroge une structure qui existe bien dans notre pays et qui pourrait peut-être être confiée à Nidion Frunzi. En tout cas, les supputations sont ouvertes à ce sujet-là. Au Tchad, on ne suppute pas beaucoup pour ce qui est des questions économiques. Quelques faits marquent l'évolution de ce côté-là. Et d'ailleurs, le magazine Logon Insight, qui est spécialisé dans les volets économiques du côté du Tchad et dans les kiosques. C'est la toute première livraison, en tout cas, dont la présentation officielle est annoncée dans les tout prochains jours du côté de N'Djamena, mais qui lit les derniers faits et gestes, notamment ce pont qui va relier N'Djamena à Kousséri, la ville camerounaise, le pont de Guéli, inauguré en grande pompe par le président Idriss Déby Itno. On peut le voir d'ailleurs dans la grande photographie proposée par notre confrère ce matin, en présence naturellement des autorités de l'administration territoriale de notre pays, mais également des hautes autorités de la CEMAC. Le président de la commission, Pierre Moussa de la CEMAC, a fait le déplacement pour participer à cette rencontre-là et qui pense que ce pont va énormément contribuer au désenclavement du Tchad, mais faciliter également les déplacements entre le Tchad et le Cameroun. D'ailleurs, les chiffres déjà marquant ces déplacements-là sont contenus dans le journal Logon Insight ce matin, et qui indique que le volume des échanges va sérieusement gonfler. 80% des échanges de N'Djamena avec le reste du monde à travers ce pont célébré. Même les responsables de la Banque africaine de développement, qui ont contribué à plus de 80% à la réalisation de cet ouvrage à travers Michel Sirdiena Wembou, interviennent également dans les colonnes de ce journal ce matin. Le pont, globalement, est présenté comme un véritable trait d'union entre le Cameroun et le Tchad, puisque l'occasion faisait le larron. Le président de la commission de la CEMAC répond à quelques questions dans les colonnes de ce journal, notamment les facilités en matière de libre circulation. Le passeport CEMAC est déjà conçu dans quelques pays tels que le Cameroun, le Tchad et autres. C'est une grosse évolution. L'accélération est attendue également de ce côté-là. C'est la rencontre également avec le Premier ministre tchadien proposée par notre confrère ce matin, et les performances tchadiennes qui attendaient dans le cadre de l'emprunt obligataire une 80aine de millions et qui a reçu de milliards et qui a pu lever 90 milliards de francs CFA. Les bons chiffres venant du Fonds monétaire international proposés dans le cadre de l'éditorial de Laure Léoué ce matin. Beaucoup de bonnes nouvelles pour le Tchad sur le plan économique, sur le plan du produit intérieur brut en 2014, proposé également par notre confrère. À découvrir donc le Gon Inside, le magazine de l'économie, du business du côté du Tchad. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé. Excellente journée, messieurs. On va se rendre maintenant à Yaoundé et y retrouver Ebel Olinga. Bonjour Ebel.
Bonjour Soflane, bienvenue à Yaoundé. Merci de nous passer l'antenne ce matin pour cette seconde partie de la revue de presse. Après le chauffeur de Yves-Michel Fotso, la secrétaire de Marafa, le quotidien Le Jour enquête sur les meurtres autour de l'opération Épervier. Le sujet fait la une du journal de Aman Mana, lequel émet un certain nombre d'hypothèses sur ces morts suspectes dans l'entourage des prisonniers de l'Épervier. Commission de discipline ad hoc du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la grande inquiétude au sujet de l'équipe Moussongué. Le journal Vision d'Afrique pense que le RDPC devrait d'abord présenter ses excuses à la population pour le mode d'investiture jugé antidémocratique des candidats. Pour le mensuel d'information générale de Philomène Meudieu Fungui, le parti de Paul Biya doit se soumettre à ce préalable avant de tabler sur le cas d'indiscipline de ses rangs. Vision d'Afrique revient également dans cette édition sur le discours de fin d'année du chef de l'État. Le mensuel des Sans-Voix pense que le message à la nation du 31 décembre 2013 est un cri d'alarme de Paul Biya adressé à ses ministres au moment où il constate que ceux-ci font de la prestigitation, autant pour moi j'y arrive, prestigitation, leur mode d'emploi. De Monitor pense pour lui que le message du chef de l'État à la nation du 31 décembre 2013 révèle simplement que le président Biya, après 32 ans de pouvoir, est devenu un opposant à son régime. De Monitor suggère, à défaut d'une démission collective du gouvernement, un rétrécissement du nombre de portefeuilles gouvernementaux. Toujours en politique, l'hebdomadaire de Monitor dit que John Froundi brise le silence autour de sa situation depuis l'année 2014. L'exclusivité du journal de Amougwa Tanguy Nicodemus révèle que le chairman n'a jamais été rapproché de quelque manière que ce soit par le président Biya pour son entrée au gouvernement. Dans une interview accordée à bâton rompu à nos confrères de l'hebdomadaire de Monitor, Froundi déclare que la célébration du cinquantenaire de la réunification sans le respect des clauses ne sert à rien. Le président du Social Democratic Front aborde sans ménage les problèmes du financement de son parti politique, de ses rapports avec le RDPC, du détournement de ses fonds dans une microfinance de la place et de l'état de ses rapports avec l'honorable Tibi Joshua. 2 pages de déclarations fleuves du leader du SDF sur des sujets où jusqu'ici il avait gardé le silence dans ce journal. Tout comme Froundi dans le journal de Monitor, Tribune d'Afrique parle aussi du cinquantenaire de la réunification. L'hebdomadaire de Faustin Dikam nous fait savoir que Martin Belinga Eboutou serait sous pression. Le président de la République, selon des sources bien introduites au palais de l'Unité, tiendrait à la tenue du cinquantenaire de la réunification et l'aurait fait savoir au président du comité d'organisation de cette célébration, également très attendu par les Camerounais. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique indique que le ministre chef du cabinet à la présidence de la République et 4 autres membres du gouvernement s'activent à travers des va-et-vient à la capitale régionale du Sud-Ouest. Le journal de Faustin Dikam révèle que le président Biya serait fatigué des multiples rapports mensongers qui ont toujours conduit à l'annonce imminente du cinquantenaire, lesquelles annonces lui ont fait perdre la face aux yeux de ses compatriotes. En colonne du journal Tribune d'Afrique de ce mardi 28 janvier 2014, le portrait de Modeste Mopa, l'hebdomadaire panafricain d'information générale paraissant au Cameroun, pense que Modeste Mopa est un brillant sujet porté à la tête de la Direction générale des impôts. Entre jeunesse et dynamisme, cet originaire de la région de l'extrême nord du pays, âgé de 39 ans, séduit tout de suite son interlocuteur par son esprit vif et rigoureux. Enseignant associé à l'ENAM et ancien pensionnaire du FMI, d'où il a été rappelé en 2013 pour venir trôner à la tête de la DGI, Modeste Mopa incarne pour Tribune d'Afrique l'espoir d'une reprise de confiance de la part de la jeunesse auprès du président Biya. En lui confiant la direction générale des impôts, le chef de l'État a vu en ce jeune les capacités de conduire ce bras séculier de l'État en matière de recettes budgétaires, un homme sur qui on peut compter pour impulser la modernité. Le Point Hebdo fait aussi sa une de ce matin avec un portrait. Le journal de Patrick Ondoa veut savoir si cet homme en arrière-plan est dangereux. Le Point Hebdo constate que dans le sérail,
Des avis sont divergents sur la personne du ministre de la Défense et qu'un peu plus loin à Etoudi, Paul Biya a son point de vue sur Edgar Alain Mbongo. L'hebdomadaire d'analyse et d'enquête nous donne les précisions dans ce numéro. Entre-temps, le journal L'Épervier annonce en exclusivité un livre blanc pour sauver l'armée camerounaise. Ce document permettra, selon le pot Clovis Noudieu, de rendre plus compétitives les forces de défense face aux attaques externes et de leur assurer une certaine autonomie économique. L'importance du livre blanc sur l'armée camerounaise, relevé ici dans le journal L'Épervier, parle également du budget. Le journal L'Épervier qui parle également du budget d'investissement public et notamment des nouvelles réformes entreprises par le MINEPAD pour rectifier le tir. En économie, justement, le Financier d'Afrique s'intéresse au budget de l'État. Le journal de Boniface Tchenkam parle du ministère des Finances en 2014. Il parle des priorités du ministère des Finances en 2014. L'hebdomadaire du monde économique et financier évoque les défis tels que le respect scrupuleux du cadrage budgétaire, l'exigence d'efficience pour plus de performance et de discipline budgétaire, le respect des règles de recouvrement et de reversement des recettes de l'État. Le Financier d'Afrique propose également à la lecture 2 pages entièrement consacrées à la feuille de route du ministère des Finances issue de la dernière conférence annuelle de ce ministère. On termine par le quotidien Émergence qui clôture justement cette revue de presse. Le journal de Magnus Biaga indique à sa une de ce jour au sujet des APE que le Cameroun va céder. Le journal Émergence dit que c'est une erreur qui va nous coûter très cher. Sur les raisons de ce titre, je vous invite à découvrir dans les différents kiosques où justement ces titres sont déjà exposés. C'est terminé pour cette revue de presse. Bonne continuation, Souflane. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain, s'il plaît à Dieu. Les gars, il plaira à Dieu. Je l'espère aussi. On vous retrouve